Bonjour. Réginald Pierre-Louis. Réginald Pierre-Louis. Réginald Pierre-Louis. En français, s'il vous plaît. Bonjour, Mélanie Tremblay, planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière. Bonjour, Janine Provencher, fiscaliste chez Vecteur, associée ici à Livre. Bonjour, Étienne Dufault, fiscaliste chez Mallette à Trois-Rivières. Bonjour, Réginald Pierre-Louis, conseiller en fiscalité chez Raymond Chabot et Thornton à Montréal. Bonjour, Sébastien Duret, conseiller principal en fiscalité au bureau de Montréal de Raymond Chabot et Thornton. Est-ce qu'on pourrait avoir les cartons de temps, s'il vous plaît? Ouais. Monsieur Légaré, bonjour. Suite à nos discussions et aux documents que vous m'avez remis, c'est avec plaisir que je reviens vers vous avec de nouvelles propositions concernant votre impôt personnel, donc votre fardeau fiscal personnel, l'impôt de votre société, et aussi de nouvelles propositions concernant vos projets d'avenir. Pour cela, je me suis entouré de mes collègues Caroline Etiedani, Aaron Patrick Belcher et moi-même Corentin Pro. Pour notre discussion du jour, cela va se faire tout d'abord autour de votre impôt personnel, puis l'impôt de votre entreprise, et enfin nous parlerons planification fiscale. Pour commencer avec votre impôt personnel, on va parler de votre planification personnelle, des règles d'attribution, du régime d'épargne, de régime d'épargne enregistré pour vos enfants et de votre immeuble locatif. On va commencer avec l'hypothèque. Tout d'abord, donc, pour l'hypothèque, vous avez choisi d'emprunter l'année suivant l'acquisition des actions de l'entreprise avec un prêt. C'est une chose qu'il ne faudra malheureusement pas reproduire dans l'avenir. En effet, si vous aviez choisi d'emprunter pour acheter les actions, là, les intérêts auraient été déductibles, ce qui n'est pas le cas pour ceux de la maison. Alors nous avons quand même choisi de vous présenter une option qui vous permettrait finalement de transférer l'emprunt à l'entreprise, mais vous voyez que cette option vous obligerait, dans le cadre de l'entreprise, à emprunter 768 000 $ pour finalement avoir 413 000 au final, ce qui n'est pas intéressant vis-à-vis de la situation de l'entreprise qui est déjà endettée. En effet, même si vous procédiez à cette transaction, la RC pourrait la contester, car il est évident que cela vous permet d'emprunter pour déduire des intérêts. L'entreprise est endettée, comme j'ai pu le voir, et une dernière option serait le transfert de la maison dans l'entreprise, mais cela vous exposerait à des risques si jamais l'entreprise était en difficulté. En effet, votre maison pourrait être saisie alors que c'est votre bien principal. Donc, pour les règles d'attribution, vous avez deux enfants mineurs qui ont des revenus de biens de 4 000 $, soit pour les dividendes, vous avez 2 $ par action, pour les 2 000 actions, oui. Donc, les règles d'attribution, ça revient aux parents. Donc, étant donné que vous, M. Légaré, vous avez le revenu le plus élevé, c'est à vous qui sont attribués le 8 000 $ des deux enfants. Donc, on a une possibilité pour le fractionnement de revenus pour votre femme qui est à la maison. Il est possible de l'inclure dans les tâches administratives comme la tenue de livre ou des tâches quand même faciles à faire. Donc, il est possible de lui verser un salaire raisonnable. La même chose pour vos enfants, lorsqu'ils auront les capacités de s'inclure dans l'entreprise, on aura possibilité encore de fractionnement de revenus en leur proposant un salaire raisonnable. Pour votre salaire, vous avez actuellement 150 000 $. Il y a une possibilité de recevoir le même montant, mais en dividendes aussi, donc pallier les deux. Le salaire, les avantages, c'est que vous pouvez cotiser au REER et aussi, ça permet des déductions pour le REER, je l'ai écrit deux fois, désolé. Donc, pour les inconvénients, dans le fond, les avantages du dividende, c'est que les 40 premiers 1000 ne sont pas imposables. Ça vous permet de différer l'impôt et ça vous permet d'avoir des taux plus avantageux.
Donc, encore pour les dividendes, il y a 3 types de dividendes ce qui est possible d'avoir. Le dividende en capital, le dividende déterminé et le dividende ordinaire. Le plus avantageux, c'est le dividende en capital qui est libre d'impôt. Donc, il faudrait voir avec vos comptes fiscaux qu'on n'a pas eu l'information. Donc, si c'est possible de les avoir, on va pouvoir faire une meilleure planification. Donc, on vous a fait une proposition comme ça pour les années suivantes. Donc, un salaire de 128 000 pour pouvoir cotiser au maximum au REER et des dividendes de 22 000 pour pallier pour le 150 000. Donc, encore une fois, on voudrait voir vos comptes fiscaux pour voir quels avantages qu'on pourrait y trouver. Pour le REER, on a un plafond admissible de 23 000 Donc, il est possible aussi de cotiser dans le REER de madame. Par contre, elle ne peut pas le retirer avant 3 ans, dans le fond, 3 fois le 31 décembre. Puis, ça vous permet de faire une déduction de 23 000 dans votre revenu net. On vous a aussi proposé un compte d'épargne libre d'impôt, un CELI, que ça vous permettrait de différer vos revenus. Dans le fond, dans ce compte-là, ce n'est pas déductible. Par contre, tous les revenus que vous faites dedans sont non imposables. Donc, on vous propose d'opter pour des revenus de biens, parce que le revenu de gain en capital est déductible à 50 %. On vous propose aussi une autre option pour vos enfants. Il y en a 2 qui sont en bas âge, donc il y a peut-être une possibilité qu'ils poursuivent leurs études. Donc, on vous propose le régime d'épargne enregistrée d'études, le REEE. Donc, on vous propose de cotiser un montant de 750 par enfant, ce qui vous permet d'avoir un 7 500 par enfant. Pour un montant vous allez recevoir une subvention de 500 $. Donc, c'est ça, pour vos enfants, ça vous permet d'avoir un compte. Ensuite, pour ma part, je vais vous parler des revenus de location. Donc, vous avez, avec votre femme, un immeuble locatif. Mais, comme on a pu le voir plus tôt, des règles d'attribution s'appliquent quand il s'agit d'impôts. Donc, la règle qui va s'appliquer ici vient du fait que vous, Robert, vous ayez acheté entièrement l'immeuble. Bien qu'il soit en copropriété, c'est vous qui en avez fait l'acquisition. Par ce fait, l'agence Revenu Canada ou Revenu Québec pourrait investiguer cela et choisir de n'imposer les revenus que sur votre taux d'imposition à vous, soit de 48%, le taux maximum. Donc, il va falloir réviser la contribution de votre femme et vous attribuer seulement à vous les revenus locatifs, qui seront donc imposés pour un revenu final de 5 686 $. Vous allez voir quelques petits ajustements. Donc, les ajustements, vous avez fait poser des fenêtres cette année. Ce n'est pas une charge de l'exercice, c'est une immobilisation qui devrait être amortie comme telle. Donc, une déduction pour amortissement devrait être prise sur celle-ci à un taux de 20%, donc ce qui augmente le revenu de l'année de 4 720 $. Également, pour vos déplacements, vous versez une allocation de 50 sous par kilomètre. Comme vous en faites moins de 5 000, vous êtes admissible à une déduction de 52 sous par kilomètre, ce qui fait que cette dépense est raisonnable et non imposable. Ensuite, nous vous proposons une nouvelle solution. En effet, en ayant l'immeuble à vous, pour vous-même, vous n'êtes pas protégé vis-à-vis de vos locataires et d'une action qui pourrait intenter contre vous. Pour pallier à cela, nous vous proposons d'incorporer l'immeuble. Et l'incorporation pourrait se faire pour vous et votre femme. En effet, grâce à ça, vous serez protégé de quelconque action que pourront faire les locataires contre vous, donc vous protégerez vos biens personnels et aussi les biens de votre entreprise. Grâce à cela, vous aurez une imposition moindre. En effet, votre société sera taxée à 26,67% au titre d'une société de placement. Ça vous permet de différer le revenu. En effet, au lieu de toucher tout de suite le revenu, vous pourriez le toucher plus tard, lorsque vous en aurez réellement besoin. Et cette procédure sera appliquée pour chaque nouvel immeuble. En effet, chaque immeuble doit être incorporé individuellement. Bien que des coûts y soient rattachés, il est très intéressant de procéder à cela pour vous protéger, vous et votre famille. Ensuite, le vin. Je sais que vous êtes amateur de vin comme moi, donc vous m'avez parlé de prochains investissements. Alors, si vous revendez votre vin, comme vous m'en avez parlé pour certaines bouteilles, sûrement les plus chères, là vous serez imposé pour un gain comme un gain en capital, c'est-à-dire à 50% du gain que vous aurez réalisé. Cependant, certaines bouteilles bouchonnent malheureusement et n'auront plus de prix intéressant sur le marché. Dans ce cas-là, vous ne pourrez malheureusement pas prendre de perte en capital, c'est un bien à usage personnel. Enfin, petite note pour le golf que vous pratiquez avec votre père, que vous payez les déclarations par vous-même ou votre entreprise, dans tous les cas, elles ne seront pas déductibles.
enfin Monsieur Jean Brodeur, votre employé. Nous allons revenir plus tard sur les allocations que vous voulez lui verser pour augmenter son salaire, pardon. Mais parlons tout de suite de l'allocation de la voiture. En effet, 3 solutions se proposent à vous. L'achat que je me suis permis de rajouter, que vous n'aviez pas mentionné, mais l'allocation. Pour l'allocation, seulement 2 tiers des frais locatifs sont admissibles, pour vous comme charge, pour lui comme avantage imposable, ce qui ferait que vous auriez le droit de déduire 4 400 $ pour un coût de 6 600 et un droit d'usage de 7 500. Pour l'allocation, ce n'est pas une allocation raisonnable au sens qu'elle n'est pas versée en fonction des kilomètres qu'il aura parcourus. Dans ce cas-là, elle sera donc totalement imposable pour lui, ce qui rajoutera 10 800 $ à son salaire. Cependant, quelques dépenses seront admissibles pour 2 969 $, soit le prorata de ses kilomètres professionnels sur ses kilomètres personnels pour le total des dépenses, ce qui fera pour lui un revenu net de 3 915 $, donc 10 800 moins 2 900 à son taux marginal, vu qu'il se verse un salaire de 135 000 $. Et enfin, l'achat, qui n'est pas l'option la plus intéressante, on vous conseille en effet l'allocation, parce qu'une Audi A4 vaut certainement plus de 30 000 $ et que vous n'auriez pas le droit de l'amortir sur plus de 30 000 $ dans une catégorie distincte, 10.1, pour un véhicule à usage professionnel. Pour l'impôt corporatif, étant donné que vous avez présenté vos bilans comptables, au fiscal, les taux d'amortissement ne sont pas les mêmes. Donc, vous pouvez prendre note ici des taux. Donc, pour le bâtiment, c'est 4 %. Pour l'équipement de production, c'est 30 % et pour l'équipement de bureau, c'est 20 %. Donc, vous êtes admissible à la déduction pour petite entreprise, puisque vous êtes une société sous contrôle canadien, parce que c'est vous qui contrôlez l'entreprise. Donc, vous avez un revenu imposable de moins de 500 000 $ et vous faites du revenu d'entreprise exploité activement avec vos pains. Donc, le taux pour au fédéral, c'est 12 % et le taux provincial, c'est 7 %. Pour les frais de représentation, vous nous avez donné un tableau. On a fait quelques ajustements. Pour les repas, c'est déductible à 50 %. Pour les billets pour l'Impact et le Canadien, ils sont déductibles à 50 % malgré que ce soit un loisir, étant donné que vous êtes passif lorsque vous écoutez le match. Ouais. Pour le spin, étant donné que tous les employés participent, donc vous avez droit à la déduction à 100 %. Pour le repas, pour l'actionnaire, si vous agissez en tant qu'employé et que les employés ont tous droit à cet avantage pour le repas, vous avez droit à la déduction à 50 % pour un total de 16 100. Donc, ça va faire un ajustement dans votre revenu imposable de 2 250 $. Continuons sur les ajustements à apporter à votre revenu d'entreprise. Vous avez fait l'acquisition d'une immobilisation de 1,25 million $. C'est un agrandissement. Cette immobilisation, vous nous l'avez présentée sûrement dans le cadre des crédits d'impôt à l'investissement. Mais malheureusement, à partir de cette année, les crédits d'impôt ne tiennent plus compte des immobilisations. Donc cette immobilisation ne profitera pas des crédits. Elle sera présentée à sa valeur de 1,25 million $, diminuée d'une subvention de 104 000 $. La subvention vient en effet diminuer le coût en capital et par conséquent la FNAC, et vous permet de moins profiter de la déduction pour amortissement. Cette immobilisation sera amortie au taux de 4 % comme un bâtiment. Pardon. Le demi-taux pour cette année, c'est en effet la première année que vous l'avez, donc le demi-taux s'applique. Et pardon, excusez-moi, c'est une petite erreur comptable fiscale. Le demi-taux seulement, 4,5 mois, ne s'applique pas au fiscal. Donc pour un peu plus que 9 375 $, il faudra que je procède à l'ajustement du 4,5 sur 12 qui est une erreur. Ensuite, la machine de 300 000 $ que vous avez achetée, l'emballeuse, c'est une emballeuse que vous avez importée d'Europe. Donc vous avez certainement eu des droits de douane et des taxes à payer en Europe. Ces droits et ces taxes vous donnent droit à du crédit d'impôt, donc que vous pourrez récupérer par la suite. Cette immobilisation sera amortie elle aussi à 20 % et vous donne donc une DPA de 11 250 $. Elle non plus ne rentre pas en compte pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Donc concernant le crédit d'impôt à l'investissement, vous ne nous avez pas donné le chiffre, mais cela fait 3 ans que 4 employés travaillent sur la recherche et le développement. Et vous nous avez bien sûr précisé que beaucoup de vos travaux sont portés sur la recherche et le développement, ce qui vous permet de maintenir un avantage concurrentiel. Pour cela, vous allez devoir nous fournir des chiffres précis, ce qui va nous permettre de calculer ensuite le crédit d'impôt à l'investissement sur lequel vous avez droit. Donc, on prendra en compte les salaires des employés, les salaires des sous-traitants
et 65% de ses salaires pour calculer l'équivalent auquel vous avez droit en termes de frais généraux, ce qui vous donnera donc le crédit d'impôt. Ensuite, les frais reportés, vous avez 200 000 $ de frais reportés. Vous pouvez les reporter sur 3 ans à condition que la provision soit raisonnable. Pour votre impôt à payer, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec la déduction pour petites entreprises, on a pris en compte les deux ajustements, soit l'amortissement que mon collègue Corentin a parlé, ainsi que l'ajustement des frais de représentation, ce qui donne un impôt total à payer de 39 154 $. Il faudrait tenir compte aussi des acomptes provisionnels que vous avez faits. Puisque vous êtes une SPCC, comme que j'ai mentionné précédemment aussi, vous avez le droit de faire votre déclaration dans les 4 mois. Et aussi, pour vos acomptes provisionnels, vous pouvez les verser trimestriellement. Donc, aussi, on est au 30 juin, donc il faudrait commencer le processus rapidement. What you want to look at in the next following period is that your company has been growing over the last few years. And with your company, you want to have a succession plan in order for you to plan for the next few years to incorporate not only your children, your wife, but also a few key employees that you have that have been with the company for several different years. Right now, what you can see is that you and your wife have 3 different kids, one of them being 21 years of age, and she's already working as a management in the company. The 2 other children are still a bit young for the company, but we do plan on incorporating them as well for them to be in the succession plan just in case they do decide to be in the corporation. What we wanted to look at is a business valuation. So the business valuation was just the assets minus the liabilities. With a purchase price of $2,500,000, you would have a goodwill of about $1.5 million. What that means is when you do create goodwill, you wouldn't be allowed to amortize it because it's just fictive goodwill as you're trying to sell the corporation. What we want to look at in the estate freeze is you have mentioned that you want your children, your employees, and you want to be able to utilize your capital gain deduction when you do decide to sell the company. What we have is several different options: a Section 7 option benefit plan for your employees, a Section 85 rollover, a Section 86 share exchange, a gifting option, and a sale of shares. Let's look at the first option, which is the sale of shares. What we want to look at is the proceeds of disposition being the $2.5 million minus the adjusted cost base of $450. You would have a capital gain of $2.05. What that means is it would be taxed at 50% at the highest marginal rate of 48%. You would have in hand about $2 million once you are done with it. What we do not want to happen is the fact that you will lose control and your buyer right now, which is your daughter, does not have enough cash in order to purchase these shares. The second option that we have is a gifting option. Same thing. The proceeds of disposition would be 0. You would be receiving $0 in your hand, but as a tax perspective, you would have a deemed proceeds of disposition of the same amount, having the same tax consequences. So what would happen is you would be having to pay out of your own pocket cash to pay taxes of about $500,000. Also, the ACB, which is the fair market value for the buyer, would be the ACB that you currently have. So you would have double taxation once your daughter does decide to sell the business later on. So the current option is this. What we are suggesting as a second option is a Section 85 rollover. What we want to do is you right now have the shares of the company and you want to transfer it into a trust. What the trust is, it's a family trust, and we will explain it later on. And you have different beneficiaries, such as yourself, your spouse, your 3 children, a holding company, and any other future grandchildren that you may have that you want to incorporate a 4th generation into your company. What we want to look at is on a Section 85 rollover, we can do it on a tax-free basis. What that means is as long as the agreed amount is the ACB, it's going to be on a tax-free basis. What that means is you won't pay any taxes until a future date where you decide to sell this company. What happens is you're just going to be using your capital gain deduction later on, and by incorporating into a trust, you're eligible to multiply by the different beneficiaries once you do decide to sell it. What we want to look at is with the trust, it's an inter vivos trust, which is discretionary with a flat tax rate of 48% and an end of year, which is the calendar year. You also have a declaration to be made within 90 days, and we have several different tax issues within a trust.
Once you do create a trust, you obviously have legal and accounting fees at every year. As long as you're naming beneficiaries, might as well name as many as you can so you don't have to change your trust papers later on in order for you to have less cost. And you want to have a trusted external executor taking care of the trust and who has an ejectable seat just in case something does go wrong. What you also want to look at is the 21-year disposition rule, that every 21 years you have to dispose of all the property. Your attribution rules of 74.2 with your kids being under the age of 18 and having income, and kiddie tax, which is the same exact thing. What you want to look at also is the capital gain deduction if you do decide to sell the property. What you want to look at is you have 3 different criteria to meet. 90% of all active business income has to be active business, 50% of all active income has to be active business, and you have to own the shares for 2 years. What we looked at is, right now, as long as you don't meet criteria 1, you will have to purify the company. What we looked at is you have 2 different options, which is to pay your liabilities up with the cash on hand, or to have a butterfly transaction. Just to look into it, what we did was we did look into it. The only asset that's not active business is the temporary investment. And if you do have any more questions about the estate freeze, we can go into it into more detail during the Q&A, such as financing. Donc, concernant Jean Brodeur, on va revenir sur les propositions de paye qui peuvent se proposer à lui durant la période de questions. Merci. Merci à vous. J'aurais peut-être une petite question pour débuter. Dans la planification que vous suggérez, là, vous parlez de la déduction de gain capital. Est-ce qu'on va être capable de l'obtenir peu importe à qui on vend? Do you mind if I answer it in English? No. No? Okay. So what you want to look at is once you transfer your good into the trust, you will be eligible to take the capital gain deduction and multiply it as long as the criteria of the capital gain deductions are met. So the first 3 criteria, obviously the person has to be a Canadian person. And when I say person, it's only an individual, such as corporations or trusts are not eligible for it. And what we also want to look at is that they have to be of age, because you're going to have attribution rules coming back if your kids do take the capital gain deduction. Quand vous dites que vous faites le roulement à la ficie, est-ce que j'en comprends que toute la valeur qui est déjà là, parce que je veux dire, la compagnie a beaucoup d'argent, est-ce que Charlotte et tout ça vont déjà avoir une bonne valeur de la compagnie? What's happening is because you are transferring it into a trust, it's going to be discretionary. So what happens is obviously the person who's taking care of the trust is eligible to pay out dividends or pay out any amount to the people who are beneficiaries at his own discretion. What that means is if as long as you decide to pay out your own dividends to yourself only, you don't have to pay out anything to them later on. What happens is at a certain point when you decide to retire and you want to leave the amount to your kids are already there who are going to be able to take on all of the options. And what happens is if you ever decide that you need cash later on, you are still eligible to receive dividends from the trust for you to live in the future. So all the value that is already there can be attributed to Charlotte, for example, right now? Yeah. Any tax consequences on that? Well, what happens is because you're transferring it into a trust, the trust is holding it. As long as you're only paying out dividends, there's no tax implications. If you do decide to sell it within a few years, obviously there's going to be capital gains and stuff, but as long as you meet the criteria of the capital gain deduction, you will be eligible to take it on it. But what happens is with the trust, you're eligible to divide it between everyone for the amount. So it's not only Charlotte, it's everyone or whoever you decide to take the amount. And they can claim the deduction tomorrow? Yes. Yeah. Okay. As long as they meet the criteria. Okay. When you present the gift of the shares, how come I cannot take my capital gain deduction? You didn't take that into account. The thing for the gift is obviously it is an option, but the problem is you're going to have double taxation at some point. I do understand that a capital gain deduction would eliminate
taxes upon it, but at a certain point, you're gonna have taxes on the same amount later on in the future when your daughter does decide to have a tax planning aspect or decides to sell the shares. Yes, but So you're wouldn't not that bump- reduce the cash I need to have on hand? I didn't catch that, sorry. Wouldn't that reduce what I need as to pay my taxes? That would reduce your taxes, but the problem is right now, if you don't, and we don't have all your assets, if you don't have anything in the bank, and this is the only asset you have, and you're selling it at $0, you're not gonna have anything to retire with. So the best option would be to put it in a trust, and for you and everyone else to benefit from it as it goes on. Is there a difference between put it the price at $0 and giving it? By zero, you mean Or one? is it the same and giving it means that the deemed disposition is 0? Well, it's not deemed disposition, it's, if you're gifting it to someone. Je vais le dire en français. Si on donne un cadeau, Ouais. le produit disposition, est-ce qu'on dit automatiquement que le prix est de $0 et que le PBR du prochain va être, quand vous parlez de la double imposition, est-ce qu'il y a une différence en disant je le vends à $0 ou je le donne? Well, no, because the same thing happens is if you're selling it at 0 or gifting it at $0, it's going to come to the same amount where you're going to have to bump it up to your fair market value, because obviously in tax purposes, they're just not going to let you give something out for free. Yes, yes, but what would be the price for the one who buys it then? The one that buys it, That- well, they're, that as it as a gift. as a gift, they're paying 0 for it. You're Yes. receiving 0 for it. You're going to What be, is their fair market, their ACB? their ACB would be the ACB that you had. Thank you. Okay, even though it's the gift and, Yeah, you're going to have the same ACB as you had. okay. Thank you. Thank you.